Bon, alors je vais vous parler un petit peu de Timio pour changer. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait dans le cadre des activités INI-Robot. Alors tout d'abord, moi je suis Didier Roy, ça ne va pas changer. Je suis prof de maths depuis 30 ans, en collège, un peu en lycée, mais surtout en collège. Et j'ai intégré l'équipe il y a 2 ans pour participer à des transferts technologiques vers le monde de l'éducation, donc de technologies d'apprentissage, etc. Et ce projet s'est situé dans la même ligne de transfert technologique d'activités robotiques. Alors, excusez-moi. Voilà. Là, ça devrait marcher. Voilà. Alors, quelques mots sur les intentions, sur ce qui nous a animés en faisant ça. Donc, le propos, il s'agit vraiment d'initier à l'informatique et à la robotique, les concepts de base. Ça, c'était notre idée de départ. Ce que j'appelle en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on voulait aussi être animé en concevant ce qu'on a conçu. On voulait aussi prendre en compte le fait qu'il y avait une promotion à faire, notamment auprès des filles, des formations scientifiques, et aussi essayer de participer à la lutte pour l'égalité des chances contre le décrochage scolaire dans la mesure de ce qu'on pouvait faire. Voilà des choses qu'on a essayé de garder en tête en développant les activités. La stratégie pédagogique qui a été la nôtre, c'était de proposer donc un robot, le fameux Timio dont on parle depuis ce matin, pour proposer une espèce de monde d'apprentissage intermédiaire entre le monde numérique et le monde physique. Donc démarche d'investigation, c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup, c'est-à-dire que on veut que les enfants soient en situation de chercher pour avoir le bonheur de trouver, hein, il faut bien chercher pour ça, et un travail coopératif. Voilà les trois choses auxquelles on tenait beaucoup. Alors, là, on va passer rapidement là-dessus, c'est pour vous montrer, vous pouvez butiner ce que vous voulez dans un certain nombre de concepts, un certain nombre d'objectifs qu'on visait par ce qu'on a construit. On reconnaît des choses qui sont typiquement liées à la robotique, comme l'idée de capteur, actionneur et ordinateur. Alors, actionneur, le mot parfois d'actuateur est utilisé. C'est tout ce qui permet de produire un effet, un mouvement, une lumière, un son, etc. On retrouve des objectifs purement informatiques, savoir qu'il existe plusieurs formes de langage de programmation, etc. Voyons à qui on adressait ce qu'on a bâti. On l'adressait à des enfants de 6 à 11 ans de préférence, sur les temps scolaires ou périscolaires. On n'a pas fait de différence, nous, à ce niveau-là. On a construit les activités. Après, selon les usages qui ont été faits, si c'était sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire, ce n'était pas forcément les mêmes objectifs. Les activités donc avec un robot Timio 2, un ordinateur, le fameux programme visuel de VPL, un ordinateur par groupe de 2 ou 3 enfants. On a considéré que, d'après notre petite expérience, ce qui était le plus optimal, c'était 3 enfants, mais ça peut varier. Et la méthode qui était destinée à pouvoir diffuser le plus largement possible ce qu'on faisait, avec l'idée que plus on le diffuse, plus on va avoir de retours pour améliorer notre travail. C'était donc du matériel robotique peu cher, solide, ça c'est des hommages à Timio, hein. Peu cher, solide, et dans un premier temps on l'a prêté. Donc on en a acheté un certain nombre, et après, pour que les gens puissent démarrer, on leur a prêté des Timio, c'était l'APA, si vous voulez, voilà. Du matériel pédagogique, donc qui soit open source, donc libre, gratuit, et qui soit clé en main, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les activités, qu'il y ait les solutions, qu'il y ait des conseils, un site web où les gens pouvaient proposer des améliorations, ce qui a été fait par un certain nombre de personnes, ça vous verrez plus demain sur les retours d'usage, donc qui ont modifié ce qu'on avait fait pour l'améliorer, pour l'adapter à leur public. Et une formation, donc à chaque fois on proposait une formation d'enseignants qui était une formation gratuite, qui était faite ici, de manière à ce que ces enseignants puissent à leur tour, c'était un engagement moral, si on peut dire ça comme ça, à leur tour ils s'engageaient donc à servir de point de référence. Si quelqu'un par exemple dans un secteur où ils sont a besoin ou a envie de faire un petit peu de robotique, eh ben, on peut dire tiens, allez voir Truc qui a déjà fait des choses, vous pouvez lui en parler, voire former, etc. C'était l'idée. On donnait des choses, mais en échange, on voulait un retour sur le site, et on formait des gens, mais en échange, on voulait pouvoir s'appuyer sur les personnes pour qu'ils forment à leur tour. Voilà. Alors, la programmation visuelle, je ne vais pas revenir dessus, il y a quelqu'un de beaucoup plus qualifié que moi qui en a parlé ce matin. Juste le petit rappel pour que vous voyez bien de quoi on parle. À gauche, les cartes qui permettent de construire des événements, donc les cartes qui correspondent aux capteurs. Et à droite, les cartes qui correspondent aux actions. Au centre, une carte qui construit un événement, par exemple ici l'événement appuyé sur le bouton triangulaire du haut. À droite, une action, les deux formant une instruction informatique, plusieurs instructions informatiques formant un programme informatique.
Alors voilà la série d'activités, je ne vais pas tous les passer en détail, c'est juste pour vous montrer qu'on en a fait beaucoup. Et donc je ne vais pas insister sur toutes ces activités. Et pour que vous voyez bien l'esprit qui nous a animés une fois de plus, l'esprit de mettre les enfants dans une situation de découverte. La première séance, la première mission, on a appelé ça des missions, on les a préparées sous cette forme-là. Ça a été préparé avec des enseignants, hein. On a conçu des choses, mais après on a travaillé avec des enseignants pour les améliorer, ça a été testé, on a eu des retours, on a amélioré les choses, voilà. La première mission, elle consiste à leur distribuer le Timio, sans leur dire que c'est un robot, parce que dans l'esprit des enfants, en général, un robot, c'est humanoïde. Encore que là, c'est en train de changer avec les robots aspirateurs, qui ressemblent au Timio, hein, en plus gros. Mais donc on leur dit même pas, on leur dit rien, on leur dit voilà, on a trouvé ce truc hier, c'était dans les bois, ça traînait, on sait pas ce que c'est. Ils voient bien qu'on ment, hein, quand même. Non mais c'est un jeu. Et donc ben voilà, alors ils sont en groupe, c'est important le fait qu'ils soient en groupe pour pouvoir échanger, pour pouvoir ne pas vivre, s'ils ne trouvent pas quelque chose, la difficulté ils la portent à plusieurs. Ça c'est particulièrement intéressant avec les jeunes qui sont en difficulté. Donc ben, ils font des hypothèses, le but c'est qu'ils arrivent à trouver comment ils s'allument déjà, ça serait bien, comment ils s'éteignent, de remarquer qu'il y a des couleurs, etc. Et en général, ben, ça marche très bien. C'est une première mission qui met tout de suite les choses en place en disant le ton est donné, en disant voilà, ça va être comme ça tout au long. C'est vous qui allez chercher et nous, on va se contenter de suivre ce que vous faites. Alors, des exemples d'activités, j'en passe un certain nombre, on arrive directement à la mission 9. On demande à chaque groupe d'imaginer un programme, et donc aussi un algorithme, qui va permettre d'éviter des obstacles. Donc ça veut dire qu'on a un Timio qui est là, qu'on mette n'importe quoi autour de lui, le Timio doit pouvoir explorer. On reproduit, si vous voulez, on reprogramme le mode explorateur, le mode jaune du Timio pour ceux qui connaissent. Alors chaque groupe utilise son propre algorithme. Si vraiment ils sont coincés, on a une petite fiche de secours. Toutes les missions dont je vous ai parlé, elles ont des fiches d'accompagnement. Enfin, pour certaines, elles ont des fiches d'accompagnement qui permettent de remplir des choses, etc., sur lesquelles peut s'appuyer l'adulte prescripteur, soit l'enseignant, soit l'animateur. Donc les enfants ont programmé un robot qui évite les obstacles. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Quand chacun a programmé, il y a une possibilité, vous voyez, c'est la mission 10 qui n'est pas là, le trou, ça peut être une mission où on décore les robots. Le fait de décorer les robots, d'ailleurs, ça peut être très pratique quand on a à gérer un groupe où, par exemple, il y a un enfant qui est un peu moins concerné que les autres, qui est peut-être un peu plus agité, il peut avoir une mission spéciale, une mission solitaire, qui consiste à décorer le robot. Donc ça peut être très utile pour gérer les groupes. Bref, imaginons le robot est décoré, et la mission 11, on réunit tous les robots dans un seul et même parcours, où il y a des obstacles. Donc on en voit un exemple ici, là en bas. Les robots là ne sont pas décorés. Et alors, les groupes se mettent autour. Puis là, on commence à discuter, on commence à observer. C'est une des dernières missions. Par exemple, on peut faire ça au bout de quelques heures de travail avec les enfants, on arrive à ça. Et donc les robots se déplacent. Il y en a qui ont choisi de mettre des couleurs, d'autres pas, bref. Et là, il y a une comparaison des algorithmes. Il y en a qui disent « mais ça marche pas », ils se rendent compte que ça marche pas, parce que ça détruit les parois, etc. Donc ils l'améliorent en temps réel, ils reviennent, ils l'améliorent. Ils observent ce que font les autres, ils disent « tiens, comment ils ont fait ça ?» Et donc c'est ce travail de partage. Donc il y a d'abord un travail coopératif au niveau de chaque groupe, et après il y a un travail coopératif plus large, où tous les groupes collaborent ensemble pour améliorer aussi leur propre dispositif. Voilà, donc ça c'est un moment très festif, même avec les adultes. Hein. C'est un moment, il n'est pas rare qu'on voit des adultes qui sont autour du parcours, et puis qui sont comme hypnotisés par le truc et qui regardent les robots, alors que ça n'a pas d'intérêt fondamental au bout d'un moment quand même. Eh bien, il y a un côté hypnotique qu'on observe à chaque fois. On a fait des tests. Alors, moins aboutis que ceux qu'a fait Stéphane. On a fait quelques tests. Nous, on avait des questions qu'on a posées au préalable aux enfants. On leur a posé les mêmes questions à la fin. Et on a observé que sur les questions qu'on leur avait posées, donc il y avait une progression. C'est-à-dire qu'ils répondent mieux aux questions à la fin qu'au début. Bon, et les filles, notamment, ont beaucoup plus progressé que les garçons. On ne pourra pas en dire beaucoup plus, ça permet de faire un joli graphique, mais il va falloir qu'on travaille plus ces questions de retour pour avoir quelque chose de plus fin. Les effets constatés qui ont été rapportés par un certain nombre de personnes, on a observé des choses, vous en saurez plus demain sur les retours d'usage, Emmanuel, c'est des choses que tu m'as dites là-dedans. Donc déjà, l'application forte des enseignants, ça a été un succès important, ou même des enseignants qui s'intéressaient plus trop, on va dire, je vais exagérer en disant qu'ils s'intéressaient plus trop au métier, en tout cas moins motivés qu'avant, se sont retrouvés un peu reboostés par quelque chose à faire, avec des activités déjà prêtes. Et cette dimension, elle est importante, à mon sens, parce que, étant prof, je sais aussi qu'on n'a pas toujours le temps nécessaire pour créer de nouvelles activités,
parce que ça prend beaucoup de temps pour les tester, etc. Donc l'idée, nous, c'était de proposer un truc clé en main. Après, les gens les modifient comme ils veulent. Mais ils ont déjà une base qui est quand même très rassurant pour travailler. Grande motivation des élèves, notamment les enfants en difficulté. C'est quelque chose d'assez étonnant. On voit, comme la structure du cours n'est pas la même, ils travaillent en groupe. Et en plus, on n'est pas dans une logique, comment dire, purement intellectuelle ou purement virtuelle, puisque là, il y a des objets à manipuler. On constate que beaucoup d'enfants en difficulté sont beaucoup plus sûrs d'eux, osent beaucoup plus intervenir dans ce type d'activité. Et le côté tangible, quand on fait de la robotique, on programme le robot pour qu'il ait un certain comportement. De deux choses l'une, soit il a ce comportement, soit il l'a pas. La validation est assez facile à faire, une espèce d'auto-validation. On dirait une rétroaction du milieu, comme on dit dans la théorie des situations didactiques. Donc le milieu renvoie, on n'a pas besoin d'intervenir pour leur dire ça marche ou ça marche pas, ils voient bien que le robot fait pas ce qu'ils avaient prévu. Et le fait d'être en groupe permet aussi de porter les éventuelles difficultés. Alors les parents, ça c'est Emmanuel qui en parlera davantage, parce que c'est lui qui me l'a dit, donc qu'il y a des parents qui viennent à l'école alors qu'ils ne venaient pas avant. Donc ils s'intéressent à ce que font leurs enfants à travers le robot. Ça serait sans doute vrai avec d'autres objets, en tout cas avec le robot ça marche. Diversité des compétences travaillées, alors ça a été quelque chose sur lequel on n'avait pas plus réfléchi que ça, mais on s'est rendu compte que les enseignants, il y en a certains par exemple sur des activités où il y a du débat, ils travaillent autour de la parole, autour de l'argumentation, autour du vocabulaire. D'autres vont travailler sur les aspects plus artistiques, puisqu'on peut composer des couleurs, on peut produire des sons, même si les sons, sans vexer Mopsia, les sons c'est pas le point fort du robot. Voilà, donc une diversité d'objectifs qu'on peut viser avec ces petits robots qui est très intéressante. Le déploiement, au moment où je vous parle, en gros, on a commencé à peu près en septembre 2014 à essayer, on a commencé avec les villes de Talence et de Lille. Les petits Lillois s'initient à la robotique avec nos activités et le Timian. Voilà où on en est à peu près, hein, ça bouge. On a donc en gros un peu plus de 300 adultes, 2500 enfants, on va en avoir plus encore à la rentrée. Ça va vite parce qu'à chaque fois qu'il y a une ville, par exemple il y a la ville de Pessac, qui a acheté des robots, qui va commencer à faire des choses l'année prochaine, d'un seul coup ça rajoute des centaines d'enfants qui vont être initiés à Inerobot et au Timian. Voilà, donc, et je compte pas dedans les roboting goûtés, les CCSTI, c'est-à-dire les centres de culture scientifique et technique comme Cap Science, comme la Cité des Sciences, etc. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire sur le déploiement. J'ai parlé que de la France, là. Hein, j'ai peut-être une petite mention en Suisse en bas, mais le déploiement en Suisse, je ne le connais pas plus. Alors, quelques collaborations en passant, voilà, les collaborations qui se sont établies au fil du temps, qui sont plus ou moins importantes selon les partenaires. On va dire que la Fondation La Main à la Pâte, on travaille actuellement sur la construction d'un dossier sur les sciences du numérique, où on apporte notre connaissance de la robotique pour l'initiation à l'informatique. Voilà, une collaboration très forte avec la DSDEN sur certaines circonscriptions, notamment la circonscription de Floirac. Un certain nombre de villes avec qui on travaille bien, le PFL de Lausanne, alors évidemment incontournable, qui est un de nos partenaires privilégiés. Voilà, bon, en gros, et Génération Robot, bien sûr. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur la présentation d'Inerobot. Quelques perspectives. Alors c'est volontairement qu'il y a Poppy, c'est pas une erreur, hein, c'est volontaire. Alors les perspectives, c'est continuer à élargir le dispositif, avec une question qui va se poser quand même, c'est ce que j'ai mis, défi du passage à l'échelle du territoire national, c'est que là on n'a pas bricolé, on a un dispositif de dissémination positive qui fonctionne, mais pour pouvoir couvrir le territoire national, il faut qu'on passe à une autre organisation. On ne peut pas juste, c'est presque le bouche à oreille en disant bon, je forme machin, toi à ton tour tu formes truc. Non, si on veut, ou alors on va mettre 20 ans. Hein. Si on veut aller beaucoup plus vite, il faut un dispositif relayé par les institutions telles que donc les rectorats, le réseau Canopé, les centres de culture scientifique dont je parlais, qui prennent le relais de la formation. Parce que nous, maintenant, les formations gratuites, c'est terminé. Ça, on l'a fait au début pour pouvoir lancer le processus, mais maintenant, on ne peut pas faire ça tout le temps. C'est pas notre métier. Augmenter le nombre d'événements festifs, moi, je rêve toujours de faire quelque chose comme ça s'est fait en Suisse. Malheureusement, vous ne le faites plus. Votre super festival de robotique, où j'ai toujours été très impressionné, qui est, vous me corrigez si je me trompe, 20 000 visiteurs sur quelques jours. Sur une journée, un peu moins. Oui, alors là, on est des petits joueurs, nous, encore, là, ça c'est certain. Oh non, oh, oui. Ah bon? Non, bref, voilà. Et parce que ces événements-là, un peu festifs, c'est aussi un moyen très intéressant de diffuser les choses. Le roboting goûté, on en a fait un ici.
avec les gens essuyaient les plats, donc on a fait ça surtout avec des enfants et du personnel INRIA, parce que le risque était moins grand. Et c'était un moment très, très intéressant de voir des enfants avec leurs parents. C'est le principe du roboting goûter, comme le principe des coding goûter, où les gens viennent plus ou moins en famille pour faire de la programmation, ils emmènent de quoi boire et manger, c'est un goûter hein, quand même. Et roboting goûter, donc c'est la même chose, mais avec des robots. Et on a même vu donc, des enfants qui venaient non pas avec les parents, mais avec les grands-parents. Et donc c'était un moment intéressant parce que ça forme des équipes atypiques pour ce type de choses. Enfin, en tout cas, c'est un moment très agréable où les gens s'initient à l'informatique et à la robotique de façon très, très sympathique. Donc il faut qu'on évalue le dispositif de façon plus approfondie. On a bâti des nouveaux questionnaires, on commence à avoir des retours, mais on n'en a pas encore assez. Alors là, des questionnaires, là ça rigole plus. Hein. On a des questionnaires beaucoup plus aboutis, de manière à avoir beaucoup plus de renseignements. Et pourquoi j'ai mis Poppy à la fin? C'est parce que Poppy est dans la même logique que ce qu'on a fait là, c'est le même esprit qu'on veut poursuivre, c'est-à-dire des activités clés en main, des activités où les jeunes sont les plus acteurs possibles, puisque ça fait partie, on est toujours dans la même logique d'exploration, de découverte, pour s'approprier ses propres connaissances, et que le Timio, donc on le voit surtout en primaire, il y a des personnes qui en parleront demain, qui l'utilisent en terminale option ISN, donc le Timio, d'autres qui l'utilisent au collège, Joël, hein. Et il y en a même qui peuvent l'utiliser dans le supérieur, on a déjà évoqué la question, mais nous, on a privilégié l'enseignement primaire, début de collège, et pour chevaucher ce dispositif avec Timio, on compte donc sur Poppy et toute la déclinaison de la famille Poppy pour prendre le relais et pouvoir aller, pour le coup, du collège jusqu'au supérieur, avec comme cœur de cible le lycée. Et là encore, on sera amené à créer des manifestations scientifiques. Voilà, en gros, ce que je crois que oui, voilà. Ah oui, les sites importants. Sur le site dessine-moi-un-robot.fr, vous voyez, il y a des liens vers IniRobot, il y a des liens vers Poppy, il y a différentes choses, il suffit de butiner dessus, vous pouvez télécharger les activités, vous pouvez agir. Ah, voilà quelqu'un qui nous arrive de Paris. Tiens, là, Fabien qui arrive là, il appartient au laboratoire Lutin. Ah ben, 2 personnes du laboratoire Lutin. C'est un laboratoire qui est une espèce de laboratoire un peu secret qui est caché sous la Cité des Sciences à la Villette. Ouais. Bonjour. Vous vouliez faire une entrée discrète, excusez-moi. C'est loupé. Hein. Voilà. Donc moi j'ai terminé en ce qui me concerne. Si... On a le temps pour des questions? Oui. D'accord. J'avais une question par rapport aux séquences pédagogiques. Oui. Savoir comment vous aviez fait pour les premières, pour les construire, et imaginer ces missions-là, parce que tu parles d'enseignants sur l'adulte, le temps que ça a pris pour les écrire. Et puis dans les suites, tu évoques le fait d'en construire d'autres. Ouais. Et voilà, comment ça va fonctionner, est-ce qu'il y a des collaborations possibles là-dessus, d'autres secteurs que simplement l'éducation nationale, parce qu'il y a l'éducation populaire aussi qui fait plein de choses, et ça peut peut-être être aussi intéressant de creuser les potentiels de Timio dans des activités artistiques, culturelles. Alors pour te dire en 2 mots, donc il y a un ingénieur stagiaire, on a recruté un ingénieur stagiaire l'année dernière qui venait de l'École nationale supérieure de cognitique, qui est à côté, qui est aussi un des partenaires, pour réfléchir à des séquences pédagogiques. Pierre-Yves et moi, on lui a donné des lignes, on lui a donné des idées, il en a rajouté, et après, le groupe de médiation de la robotique, tu sais, que j'ai constitué à INRIA avec des enseignants, on a discuté de ça. Il y en a qui l'ont essayé dans des classes, il y a eu des retours. Thomas, donc l'ingénieur stagiaire, est aussi allé dans des écoles. Par exemple, il est allé à Talence. Sur le temps d'accueil périscolaire, il a testé certaines séquences. Je le revois très bien revenant en disant celle-là, ça n'a pas du tout marché. Notamment, je me souviens bien d'une petite fille qui avait fondu en larmes à un moment donné en disant, en difficulté, en disant non, moi j'arrête, la robotique ça m'intéresse pas, alors qu'elle était emballée la veille. Ben voilà, typiquement un exemple où là on a dit, bon ben, on a fiché à la poubelle et on est reparti de zéro. Ça veut dire qu'on avait mal calibré notre truc, puisque l'objectif c'était que chaque enfant, même en difficulté, puisse rentrer dans le système et avoir envie de faire des choses. Voilà ce qui nous a guidés. Mais après, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges avec beaucoup de gens. Hein. Et l'idée, c'est de poursuivre ça, d'élargir, c'est complètement ouvert, de suivre la même logique avec Poppy. C'est-à-dire que tous les gens qui ont envie de proposer des activités peuvent le faire soit par le biais du site s'ils sont loin, soit proposer de nous rencontrer, participer à des réunions. C'est complètement ouvert. Notre objectif, c'est que ce soit le plus efficace possible et que les séquences soient les mieux possibles.
et qu'on n'en détient pas toute la vérité. Non, au contraire. Hein. Toutes les collaborations, enseignants, pas enseignants, nous intéressent. Et donc en particulier, ça veut dire que l'expérimentation, elle est vraiment centrale. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'essayer une activité qui ne fonctionnait pas du tout, finalement en changeant les tout petits détails. Ouais. Tout d'un coup, ça marchait, et c'est pas une réflexion théorique du coup qui peut nous amener à la faire fonctionner, c'est vraiment de l'essayer sur le terrain. Elles ont beaucoup évolué, hein. Les missions ont évolué au fil du temps. Justement, les constitutions des fiches, il y avait des petites choses à revoir. Et au sujet, on a toujours besoin de faire des expérimentations, et on va en avoir besoin, notamment pour Poppy. On va avoir besoin des lycées partenaires qui ont envie d'essuyer les plâtres, hein, d'essayer des trucs qui marchent peut-être pas toujours bien, mais avec l'objectif qu'ils marcheront mieux une fois qu'on les aura testés. Oui. En termes de, alors toujours sur les séquences pédagogiques, en termes de modalités de travail, est-ce que c'est toujours le groupe classe ou est-ce que vous avez essayé d'autres modalités? Alors, nous, pas directement, mais les enseignants ont essayé plusieurs formules. Il y a par exemple la formule un peu idéale, où les enseignants peuvent avoir une demi-classe par exemple, donc ils font des petits groupes. Il y en a qui ont essayé des formules classe entière, qui s'en sont sortis. Moi, je ne suis pas sûr que je m'en serais sorti. C'est pas facile hein, de gérer. Il y a les petits robots, ça fait un petit peu de bruit, donc c'est pas toujours facile. D'autres qui ont dit, moi je travaille avec toute la classe, mais j'ai un groupe, une espèce de groupe tournant, que je mets à part, ou dans une salle à part si on a la chance d'en avoir une, ou une table à part. Et ceux-là, ils sont 3, 4, 5, 6, 7. Et ils travaillent dans leur coin, ils font des choses, puis on tourne. Par exemple, le lendemain, c'en est un autre. Après, c'est chacun, selon comme les gens ont envie de gérer le truc. Là, on parle pour le temps scolaire. Pour le temps périscolaire, c'est beaucoup plus cadré, puisqu'il y a des activités organisées par les municipalités. En général, je ne sais pas, Stéphane, il y a 10-15 enfants. 10 enfants. 10 enfants, voilà. Les horaires sont bien calibrés. Là, nous, on a prévu ça pour 6 à 10 séances de 30 à 75 minutes. Ça dépend après de l'âge des enfants, mais ça, c'est très facile à modifier. Il y a des séquences qu'on peut enlever, d'autres qu'on peut ajouter. Il y a des séquences où il faut que les enfants soient lecteurs. S'ils ne savent pas encore lire, bon, on enlève, on met autre chose à la place. C'est quelque chose qui est très souple, hein, c'était volontaire. Oui ? Pour les animations hors temps scolaire, les animateurs ont été formés par qui? Par vous? Ou bien est-ce qu'ils étaient déjà dans la robotique ou bien est-ce que ce sont des animateurs type BAFA tout simple? Oui, non, en général, c'était des animateurs qui n'avaient pas de formation en robotique, qui pour certains avaient un background scientifique, d'autres pas. Et on en a formé quelques-uns qui ont eu pour mission aussi de former les autres. Par exemple, pour Pessac, on a formé il n'y a pas très longtemps 22 qui vont avoir pour mission de former les autres. À Talence aussi, on en a formé quelques-uns qui ont formé les autres. C'était la même chose à Lille. À Lille, il y a quelqu'un de Thomas, qui était stagiaire ici, est allé former quelques personnes à Lille qui, à leur tour, ont formé tous les autres. C'est une formation... en fait, c'est assez simple. Comme on fait la formation, ce qu'on fait, on fait faire aux animateurs ce qu'on fait faire aux enfants. C'est tranquille, c'est peinard. Voilà. Et comme on a tout construit de manière que les gens s'approprient eux-mêmes ce qu'on fait, c'est tranquille. Le travail, il a été fait en amont. Fait que les gens, ils découvrent par eux-mêmes, ils bricolent, ils discutent, et nous, on accompagne. Mais finalement, c'est quelque chose qui marche bien, parce que du coup, ils auront vu comment on peut faire vivre les séquences avec les enfants, parce qu'ils l'auront vécu eux-mêmes. Oui, alors, oui. Formé d'une semaine à Robotimio, d'ailleurs je tiens à féliciter quand même l'équipe pédagogique parce que c'est assez génial. Formé d'une semaine, pardon, excuse-moi. J'ai été formé la semaine dernière sur pardon. Oui. Je trouve ça super. Deux questions. Est-ce qu'il y a eu une expérience qui est allée au-delà de 6 semaines, puisque on s'est aperçu avec le groupe d'animateurs avec lequel on était au bout des 6 séances, essayer de développer un parcours sur l'année autour de Timio, ça nous paraissait un peu compliqué. Alors après, peut-être qu'on n'a pas d'idée, peut-être qu'on n'a pas assez réfléchi. Première question. Et deuxième question, si on a des retours à faire sur le fonctionnement plutôt électronique, puisqu'on s'est aperçu par exemple dans la première séance, on a la première mission, on a un robot qui clignote partout, qui fait des bibis, et on essaie de différencier le fonctionnement du robot avec des trucs qui clignotent un peu dans tous les sens, c'est pas évident. À qui on fait ces retours, comment ça se passe, et est-ce qu'il y a des moyens de modifier le truc en fonction de nos attentes et de nos exigences? Merci. Alors, rappelle-moi la première question, excuse-moi, j'ai oublié. La première question, c'est une expérience de plus de... Ah oui, voilà. Alors, donc, pour la première question, c'est clair qu'il n'y a pas encore assez de séances.
Il n'y a pas encore assez de séances. La séquence qu'on a préparée, elle ne couvre pas encore assez de séances. Ceci dit, on peut rajouter des séances et après les proposer sur le forum. C'est aussi l'objectif. Donc il y a des gens qui ont créé des nouvelles séances, qui ont créé des nouvelles missions, qui les soumettent aux autres qui vont pouvoir les tester. Et il y a aussi maintenant l'apport de Scratch, qui avait déterminant. Parce qu'on ne se rend pas bien compte, je crois que le VPL permet de faire des choses extraordinaires pour initier. Mais c'est de la logique événementielle, programmation du type si alors, s'il se passe tel événement, alors on fait telle action. Mais si on rajoute Scratch là-dessus, avec la puissance de la programmation séquentielle, alors là les activités, il y en a un paquet, mais on ne les a pas encore écrites. Donc du coup, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une communauté qui se crée autour, qui existe déjà, mais qui propose des nouvelles activités, parce que là, on ne peut pas... Hein, clairement, il y a besoin de beaucoup de gens pour définir de nouvelles activités. Pour la deuxième question, alors là, ma réponse, elle est simple. Suivez mon regard. Moi, tout ce qui concerne l'électronique et tout ça, je renvoie vers ceux qui ont inventé le Timio. Comment ? D'accord. Et alors, pour communiquer avec les personnes qui s'occupent de l'électronique, il y a deux solutions. Soit on communique, nous, par les sites en question, où il y a des forums, et ils sont là, ils sont vigilants, ils guettent ces trucs. Soit il y a directement leur site, où vous pouvez aussi faire des retours sur les questions électroniques. Mais nous, clairement, ce n'est pas notre propos. Hein, on ne s'occupe pas de la... Oui, Christophe. Peut-être plus précisément, sur le site de Timio.org, il y a une rubrique aide avec un forum. Et dans le forum, il y a plusieurs catégories, notamment problèmes techniques ou problèmes avec le site web ou simplement si vous avez des questions, est-ce que ça existe, ceci, cela, etc. Donc là, vous pouvez vous poser des questions, effectivement, on est là, on guette, et répond en général rapidement. Et si après, il y a des problèmes techniques vraiment qui nécessitent du SAV, voilà. Ouais, il faudra qu'on repasse, parce que j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire, le lien entre l'électronique et la pédagogie. D'accord. Ben, on en parlera.